Comme tous les week-ends, nous sommes là pour revenir sur ce qui s'est passé au courant de la semaine. Également faire un point par rapport à l'actualité à l'Est de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces moments d'échange entre journalistes de Kivu Morning Post. Nous allons commencer en sport. La grande actualité, les Léopards de la République démocratique du Congo. Vous connaissez déjà leurs adversaires pour l'éliminatoire de la CAN. Nous serons donc avec Georges Ben Mouima. Bonjour, surtout bienvenue. Bonjour Blaise et bonjour à tous les amoureux du sport. C'est quand même un groupe assez léger avec les Léopards, la Tanzanie et d'autres équipes qui vont devoir donc s'affronter aux Léopards. Est-ce qu'on peut espérer être qualifié pour cette CAN? Dire que c'est un groupe léger, c'est quand même très fort et minimiser la ténacité des adversaires. Mais il faut dire que quand même c'est un groupe abordable vu les derniers rondements des Léopards de la RDC. Vous le savez, les Congolais sont demi-finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et par rapport au positionnement des Congolais au classement FIFA, ils sont 11e, donc ils sont proches du top 10. Voilà pourquoi ils sont favoris dans ces groupes. Mais il ne faudra pas minimiser et négliger les adversaires qui seront en face. La RDC jouera face au Sili national de la Guinée, les Taifa Stars de la Tanzanie et les Walia de l'Éthiopie. Un moment de retrouvailles entre les Congolais et les Guinéens, parce que rappelez-vous, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la RDC avait barré la route à l'étape des quarts de finale, avait barré la route à la Guinée, 3-1. Donc c'est un match revanchard pour la Guinée, c'est une double confrontation revancharde pour la Guinée, et c'est un match, c'est une double rencontre des confirmations pour les fauves congolais. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'encadrement du staff technique de la RDC. Vous le savez, il y a eu des informations qui ont divisé la toile, d'abord sur les paiements des c'est d'abord ça la question. Est-ce que ça ne va pas jouer sur même le mental des joueurs et toute l'équipe qui va devoir accompagner les Léopards? Voilà, c'est ça en fait les problèmes, parce que Sébastien Desabre, c'est quelqu'un qui a amené un groupe qui lui donne déjà la confiance, et quand vous avez un papa qui n'est pas dans de bonnes conditions, c'est assez compliqué pour un enfant d'être également aéré. Voilà, c'est ça en fait mon inquiétude au gouvernement congolais, d'établir sur les problèmes de Sébastien Desabre. D'un moment à l'autre, on évoquait les arriérés du technicien français. Aujourd'hui, les nouveaux ministres des Sports est venu pour révéler que les contrats de Sébastien Desabre n'a jamais été approuvé par les gouvernements congolais. Ça veut dire quoi exactement, les contrats n'est pas approuvé? Les contrats n'est pas connu par les gouvernements congolais, et c'est le gouvernement congolais qui est censé payer Sébastien Desabre. Donc, dans les gouvernements, Sébastien Desabre n'est pas sélectionneur de la RDC. Pourtant, il a prolongé jusqu'en 2029. Donc, et c'est là où la RDC peut être frappée par la FIFA, parce que la FIFA ne badine pas avec des situations pareilles. Parce que si Sébastien Desabre s'est donné les leaks d'aller accuser la RDC à la FIFA, donc c'est les Congolais qui en souffriront, parce que là, on paiera d'abord Sébastien Desabre pour ces 5 cas, et on aura des sanctions de la part de la FIFA. Donc c'est encore très tôt au gouvernement congolais d'établir sur ces problèmes, puisque Sébastien Desabre va maintenant jouer pour son objectif qu'il s'était assigné avec les Léopards, parce que quand il signe son contrat, c'était pas pour amener les Léopards à la CAN 2023, la CAN qui est en Côte d'Ivoire, c'était pour qualifier les Léopards à la CAN qui aura lieu en 2025 au Maroc, parce que ce qu'il a réalisé comme parcours, on peut appeler ça bonus, ce que Sébastien Desabre a donné comme résultat aux fauves congolais, parce qu'il arrive dans un contexte où les Léopards étaient avant-dernier du groupe. La RDC avait déjà perdu 2 matchs dans les éliminatoires avec Hector Cooper qui était à la tête des Léopards. Quand Sébastien arrive, c'était pour stabiliser l'équipe et préparer la CAN 2025. Mais on a été surpris de son rendement. Il a réussi à battre la Mauritanie, à aller s'imposer contre les Gabons en déplacement. Pourtant, les Gabons avaient déjà battu la RDC au stade des Martyrs, et les Gabonais sont venus à 30 minutes avant les matchs au stade des Martyrs. Donc c'est quand même quelqu'un qui a réalisé un parcours étincelant avec les fauves congolais. C'est maintenant au gouvernement de payer les travaux réalisés par Sébastien Desabre. Mais pour déjà ces éliminatoires, Blaise,
tout démarre déjà au mois de septembre, on est au mois de juillet. Donc, ça sera donc les rassemblements de Léopard. Ouais, déjà... et je rappelle ici que la République démocratique du Congo, Léopard de la République démocratique du Congo se retrouve donc dans le même groupe avec la Tanzanie, l'Éthiopie et la Guinée. Mais le sport n'est pas seulement l'équipe nationale. Parlons également du sport féminin, les dames qui continuent à évoluer très bien malgré le problème qu'a connu les équipes de la province du Nord Kivu. Alors, pour parler des dames, en tout cas, au cours de cette semaine, j'ai réalisé quand même des papiers sur les championnats nationaux de football féminin avec la phase des playoffs qui se joue à Lubumbashi. Alors, par rapport aux prestations des équipes de la province du Nord Kivu, donc je prends d'abord les DC Bouéremana. Le parcours des DC Bouéremana, c'est un parcours à dents de scie. Aujourd'hui, victoire, demain défaite, après demain match nul. Donc, mais c'est quand même intéressant pour une telle équipe qui contre Vazemare a réussi quand même à se qualifier avec 12 joueuses, mais pour Kabasha c'est 10 joueuses. Donc depuis le début de la compétition, Kabasha joue en infériorité numérique. Nous avons évoqué le problème la semaine passée, jusqu'à présent la solution n'est pas encore trouvée. Non, jusque là Kabasha joue en infériorité numérique et son dernier match date de ce jeudi, c'était face à DC Bouéremana parce que les deux équipes de la province se sont retrouvées dans les mêmes groupes et ce jeudi, Kabasha fait jeu égal de 2-2 avec les DC Bouéremana. Donc Kabasha enregistre son premier point depuis le début de la compétition. Donc, elles ont perdu tous les matchs. Donc, c'est le premier point réalisé par Kabasha. Mais pour Bouéremana, ça fera 5 points pour cette équipe du territoire des Massissi. Donc, moi, je pense que Kabasha a pris un gros risque de se déplacer avec ses 10 joueuses et se déplacer également dans des conditions difficiles puisqu'aujourd'hui, Kabasha, cette équipe n'a pas un comité. Ces joueuses était géré par l'ancien président. J'ai parlé d'un ancien président parce que déjà on annonce le départ de Richard Bongania à la tête de l'Est Kabasha chez les hommes et c'était lui qui prenait soin des dames lors de la dernière édition qui s'est jouée une fois de plus à Lubumbashi. Je pense que Blaise, vous avez eu l'occasion de diffuser cette vidéo des dames de Kabasha qui sont allées quémander chez le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, quelque chose qui n'était pas qui n'avait pas été apprécié par le président de l'AS Kabasha, puisque à leur arrivée chez le président Moïse Katumbi, le chairman avait posé une seule question aux joueuses: qui vous a fait déplacer ici? Elles ont dit tout simplement: c'est un particulier. Pourtant, c'était le président de cette formation. Donc, c'était une façon de ridiculiser le président. Et à leur arrivée à Goma, il y a certaines filles qui étaient arrêtés par les présidents sportifs. Donc voilà, ils sont partis sans dirigeant. C'était un gros risque et je suis en train de me poser la question: comment les joueuses de Kabasha vont rentrer à Goma après cette compétition? Merci beaucoup Georges Ben Mouima. Merci surtout pour ces moments d'échange, surtout sur les actualités sportives. Georges Ben, quel rendez-vous il faut prendre pour ce week-end, surtout au niveau des Goma? Alors, pour ce week-end, c'est le basketball avec cette compétition qui est au niveau des Game 5, donc une série de 5 finales qui se jouent en basket. Donc, pour ceux-là qui aiment les baskets, ce week-end, les matchs se jouent du côté de l'ISC Goma parce qu'en football, nous sommes dans la période des trêves où les joueurs sont en vacances avant la reprise de la nouvelle saison sportive. Les actualités sportives à retrouver sur Kivu Morning Post dans Coulisses des Sports et Total Sport. Georges Ben Mouima a toujours le plaisir de vous partager au quotidien tout ce qui se passe au niveau national, local en matière des sports. Nous allons prendre notre journaliste de Kivu Morning Post pour parler cette fois-ci de la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours accro sur son téléphone, Émilie Mouteboa qui va donc essayer de nous joindre sur ce plateau de Kivu Morning Post pour la rétrospective. Nous allons donc essayer de parler avec elle du travail fait au courant de cette semaine, surtout en matière d'actualité assez générale à l'est de la République démocratique du Congo. Émilie Mouteboa, bonjour, bienvenue, caribou, sentez-vous à l'aise. Je ne maîtrise pas votre langue maternelle, sinon j'allais essayer aussi de vous saluer de cette façon-là. Caribou surtout, bonjour.
Bonjour Blaise. Plusieurs questions au courant de cette semaine. J'espère que la chaise où vous êtes vous met tellement à l'aise. On peut donc essayer de discuter sur ce qui s'est passé au courant de la semaine. Quelle question qui vous a attiré? Parmi toutes les informations que j'ai pu travailler là-dessus, il y a l'information du territoire de Nyiragongo où il y a eu un jeune qui a été tué par des hommes armés non autrement identifiés les mardis derniers. Et alors, ça montre que la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, en tout cas, ça ne va pas. C'est avec amertume que je viens d'apprendre aussi l'arrivée de deux corps des humanitaires de l'organisation Tufound qui sont arrivés ici à Goma, où l'un a été enterré ici et l'autre va être enterré à Bukavu. En tout cas, c'est désolant où la criminalité est en train de prendre l'ascenseur et le tribalisme qui règne ici. En tout cas, ça ne va pas. Dans la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu, en tout cas, ça ne va pas. La population est en train de s'entretuer. Tu vois combien de fois que la situation sécuritaire se dégrade du jour au jour dans notre province. Merci beaucoup, Émilie. Nous allons donc donner la chance aussi à notre spécialiste des questions régionales, Aurélie Ntibonera, pour aborder avec plus de détails la situation sécuritaire au courant de cette semaine en province du Nord Kivu. Les agents humanitaires qui commencent à être tués par des jeunes. On a vu la situation à Lubero. Ça sera donc autour de ça que nous allons essayer de parler avec Aurélie Ntibonera qui essaie de suivre la question. Les conflits dans la sous-région. Renélie, bonjour, bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. C'est l'actualité, on commence par là. Des corps de membres de l'organisation T-Found qui viennent donc d'arriver en ville de Goma après l'incident qui s'est passé à Lubero. Commençons par là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de leur arrivée? Ouais, c'est vrai, c'est le ciel qui s'est assombri pour des milliers d'amis, parce qu'en tout cas c'était du monde, que ce soit à l'aéroport, que ce soit à l'église où devrait normalement se tenir une messe d'adieu pour Jean Maoro, parce que là il faut vraiment qu'on en parle. Il y avait Jean Maoro, mais il y avait également un autre collègue, son collègue donc de service, mais qui est du Sud Kivu. Alors pour la famille de monsieur Jean Maoro, qui est un enfant de Goma, on a jugé donc bon d'organiser tout ce qu'il y avait comme cérémonie funèbre pour que son corps puisse être dirigé vers Macao où il reposera à jamais. C'était vraiment un moment d'émotion. On a vu, tel qu'on est en train de le voir sur ces images, des membres de famille qui sont insaisissables, des collègues des services qui perdent un ami, un collègue d'État, quelqu'un qui faisait son travail avec abnégation, mais aussi l'amour qui ne faisait que déborder. Et je crois que ça prendra du temps pour T-Found d'oublier ces des acteurs qui ne faisaient que faire leur travail, voler au secours de pauvres, les rapports assistance, dans le but également d'essayer de pallier aux souffrances qu'ils endurent depuis cela 2 ans, le moment où la crise a commencé. Les coulisses en parlent et on va les dire ici. Une question de xénophobie décriée également sur les antennes de Kivu Morning Post par un élu de la ville du Goma au niveau national. Une xénophobie qui commence à prendre corps dans la partie Grand Nord. Est-ce que cette dimension-là était perspectible lors de cette cérémonie? Ouais, j'ai à faire des entretiens avec des jeunes de la communauté d'où les défunts originaires, et vous sentez qu'il y a une frustration, ils ne comprennent pas comment est-ce que c'est 2 personnes qui ont été tuées dans un convoi où il y avait autour de 5 véhicules. Donc ça, c'est vraiment une préoccupation qui est soulevée. Mais aussi, on en parle ici, il faut préciser, on en parle ici parce que les autorités devront prendre conscience et peut-être trouver une solution, parce que c'est vraiment une bombe à retardement, surtout dans cette période de guerre. Ouais, parce que là, on s'est dit, mais pourquoi, alors que nous, on est là, on pensait que chaque Congolais a droit d'être où il veut, il peut travailler n'importe où sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi ces velléités? Parce
que là, on appelle ces genres de pratiques, ce sont des pratiques préhistoriques. Donc, c'est là qui s'adonne à ce genre de pratiques. Ce sont des personnes qui ne méritent plus de vivre, par exemple, en 2024. Ce sont des gens qu'on devrait reléguer à la période précambrienne, par exemple, pour montrer au fait que ces créatures n'ont pas leur place dans cette période. Et donc, ce qui s'est passé là-bas, certes, il y a cette guerre, parce que c'est la conséquence même de cette guerre que les Rwandais a imposée à la République. Déjà, avec tout ce qu'il y a eu comme dernière avancée des terroristes d'IM23, ils sont passés par Kirumba, et c'était vraiment la pagaille. Il y avait une psychose. Déjà, il y a des hôtels qui ont été détruits, parce que les gens pensaient, soupçonnaient qu'il y avait déjà les rebelles qui avaient l'envie. Et puis, il y a aussi ces problèmes des autorités ou les notables qui ont gardé leur silence. Tu vois, aujourd'hui, avec l'avènement de réseaux sociaux, l'avènement ou l'utilisation, les recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, si j'ai cette capacité d'analyse et de vérification des faits, c'est pas un habitant qui est à Kitsumbiro, qui est à Kasehe, qui est à Limbongo, qui est à Bulengera, qui va checker les informations de la même manière que moi. Alors si déjà l'ennemi, parce qu'aujourd'hui il y a ce qu'on appelle aussi la dimension psychologique de la guerre. La dimension psychologique de la guerre pourrait même venir des laboratoires de l'ennemi. L'ennemi qui arrive quelque part grâce à son réseau, il crée par exemple des fake accounts. Les fake accounts sont dans des groupes WhatsApp où on distille des messages de haine, des messages qui poussent par exemple telle communauté à se décharger sur telle autre, où l'on indexe que voilà, si l'insécurité persiste, c'est à cause de telle communauté. Si vous arrivez à mettre la main ou à stopper par exemple l'élan de telle communauté, la paix est de retour. Ce sont des messages de diabolisation, mais quand vous voyez dans la réalité, parce que je prends le camp des Jean Maoro. Jean Maoro, c'était un jeune, comme par exemple Ronelli qui vous parle maintenant, je trouve une opportunité professionnelle, je me dis, mon pays souffre, les gens par exemple quelque part ont besoin d'une assistance humanitaire et je dois voler à leur secours. Les humanitaires ne sont ni pour telle organisation, et lorsqu'ils partent comme ça, et au finish ils sont tués. Je crois que ce sont des choses qu'il faut condamner en tout cas. Jean Maoro, c'était un jeune qui avait de l'avenir, sur qui, parce que moi je vis les membres de sa famille, je vis son père dévasté, j'ai vu sa maman, et vous savez en Afrique, lorsque vous avez votre jeune, par exemple de mon âge, qui a un très bon boulot, c'est un ouf de soulagement. Et c'est quand vous travaillez dans une ONG, c'est l'espoir de toute une famille. Il y a des petits frères par exemple qui dépendaient de lui pour payer la scolarité et autre chose, sa femme, ses enfants, et voilà, donc c'est aussi une autre conséquence de la plus grande actualité également, c'est cette condamnation de militaires qui, entre guillemets, la justice a estimé qu'ils ont fui les lignes de front. Nous avons vu une condamnation le mercredi. Aujourd'hui, il y a un autre procès qui vient de s'ouvrir dans la partie Grand Nord. Ouais, c'est parce que si on doit revenir aux charges qui ont été retenues par les tribunaux militaires de Butembo, siégeant à Limbongo, dans le territoire de Lubero. Ils sont accusés de fuite devant l'ennemi d'IM23. Il y a également dissipation de munitions. Il y a également vol des biens de la population. Il y a certains militaires condamnés à peine de mort. Ouais, c'est la peine de mort qu'ils ont reçue. Donc c'est la peine qui a été prononcée par le tribunal. Et je crois que cela aussi servira de leçon. Parce que également il y a des acteurs. Parce que récemment on a reçu Bonapua, qui est un élu national, qui est en train de se plaindre par rapport au manque de lucidité ou au manque d'exécution de jugement. Parce qu'on parle de la peine de mort aujourd'hui. Il y a les moratoires sur la peine de mort qui avaient été levés, et on avait besoin de voir, par exemple, c'est là, parce que c'est quand vous prenez la fuite déjà devant un ennemi. Et puis, le problème, c'est que c'est bien beau de fuir, parce que vous avez une vie à protéger, même si, déjà, lorsque vous êtes militaire, vous n'avez que des slogans. La patrie ou la mort. Alors, lorsque vous remarquez que la patrie, ce n'est pas tout le Congo. La patrie, ce sont les quelques mètres, c'est votre position. On vous dit, ben écoutez, vous êtes là-bas, c'est là où commence la patrie. Il ne faut pas attendre à ce que ce soit Kinshasa qui tombe pour penser que c'était la patrie. La patrie, ce sont les maîtres là qui sont sous vos responsabilités. Mais on a vu malheureusement, je ne peux pas trop critiquer les militaires et je n'en vais pas, mais ceux là qui ont fui et qui ont filmé n'ont pas aidé la République. Et même les compatriotes, si ce ne sont pas les militaires qui s'est filmé, vous, en tant que population, vous filmez vos militaires en train de fuir, c'est aussi déshonorer, c'est nous déshonorer. Parce que au-delà
d'être journaliste, on est aussi congolais. Et lorsque le Congo est saboté, ou le Congo est négligé, où il y a de l'opprobre qui est jeté sur la République, c'est une histoire qui doit nous concerner. Je suis sûr et certain que cette guerre n'est pas encore finie, bien que la trêve humanitaire a été décrétée par les partis en conflit. Là, je parle du Rwanda et de la RDC. Parce que moi, j'aime pas parler d'IM23 et de FARDC. Parce qu'après tout, ce sont les politiques qui donnent les orientations. Ça devient en fait une guerre entre États. Entre États. Parce que ce sont les politiques qui donnent des orientations aux militaires. Les militaires en soi, c'est comme des objets qu'on utilise. On dit, ben, écoutez, nous on a besoin de ça, vous faites ça. Les militaires en tant que d'ordre. Et le reste de la partie, c'est joué par les politiques. Et quand vous voyez la crise au niveau régional, on fait semblant de brandir aujourd'hui les M23 comme étant, c'est l'instrument qu'on utilise, pour ça disant que c'est une cause portée par les M23. Mais récemment, le président Paul Kagame, d'ailleurs, qui a fêté l'anniversaire de son pays, c'était les 4 avec l'inauguration d'un grand stade. Ça aussi, c'est un élément qu'il faut quand même saluer. Et je pense qu'aussi, cela va fâcher encore davantage les Congolais. Parce que je profite, parce que Ben est passé pour le sport, les stades des martyrs courent le risque d'être fermés. Alors que de l'autre côté de la frontière, c'est tout un stade nouveau qui est... On aura peut-être un temps d'en parler avec Ben. Je pense que ça doit nous révolter. Ça doit révolter nos autorités. Nous devons apprendre également à copier ce qui se passe ailleurs, mais pas copier à tuer, quoi. Non, on ne demande pas aux autorités de copier à tuer, mais de copier des bonnes initiatives. Et je crois que cette trêve humanitaire telle que cela a été annoncé, ça sera un offre de ce logement pour la région. Mais les collectifs des victimes de la guerre du 1-23 veulent voir cette trêve, parce que ça va aider le déplacé, mais ça pourrait être aussi un moment de s'organiser pour enfin finir avec l'A23 et permettre aux populations de retourner dans leur village. Mais pendant que le collectif parle de l'opportunité pour s'organiser du côté FARDC, l'ennemi aussi en profite. D'ailleurs, je rappelle ici que lors de ces moments de trêve, ça a toujours tourné en défaveur. En défaveur des forces armées de la RDC. On a vu la question de Massissi, on a vu lorsque l'EAC est arrivé, on pensait voilà l'EAC est là, c'est pour fragiliser la rébellion. Aussitôt, les forces de l'EAC parties, les M23 qui se réveillent et disent non, nous allons récupérer toutes les positions qu'on occupait. Et c'était fait, boum. Et on pensait que c'était vraiment un rêve parce que quand on voyait la détermination, avec tout ce qu'on avait à l'époque, les appareils qui étaient déployés sur terrain, on avait de Sukhoi 25 qui ne peuvent plus malheureusement aujourd'hui voler parce qu'il y a un système de défense anti-aérien qui est installé par le Rwanda pour empêcher. Parce que ça, c'est une question qui est posée par nos téléspectateurs. Pourquoi les appareils congolais ne volent plus pour attaquer les 1-23? Pourquoi nos drones ne sont plus fonctionnels? Répondons à cette question. Donc, je pense que la question a été dévoilée par les Nations Unies, les rapports qui ont été produits par les Nations Unies. Le Rwanda a déployé un système antimissile. Il suffit juste de faire voler vos appareils. Et nous, à l'heure actuelle, est-ce qu'on a un système capable également de faire face? Parce que l'Ukraine, dans la guerre en Ukraine, l'Ukraine avait déployé un système de protection de son espace aérien. Il y a également la Russie qui a répliqué. Et vous sentez qu'il y a cet équilibre en termes de force. Mais maintenant, nous... Et puis, est-ce que les appareils qu'on utilise aussi, c'est la question d'appareils? Parce qu'avec la nouvelle technologie, il y a ce qu'on appelle des appareils furtifs. Ces appareils furtifs peuvent ne pas être détectables sur des radars, mais c'est une technologie de pointe, il faut avoir du personnel, et il faut aussi avoir une certaine volonté politique pour injecter des moyens, moderniser l'armée, et pour que l'on prenne les dessus sur les terroristes. Merci beaucoup, Ronelin Tibonera. Merci beaucoup, Blaise, et merci à tous les téléspectateurs. Nous allons parler de la réalité des Goma avec Sophie, ce qui se passe à Goma. C'est que beaucoup ignorent de la ville de Goma, c'est que d'aucuns n'arrive pas à dire clairement sur ce qui se passe à Goma dans des termes assez simples et on va rester donc à Goma pour les dire avec des mots assez simples et crus par rapport à ce qui se passe à Goma. Sophie Caribou. Merci beaucoup, Monsieur Blaise. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont en tête de nous sur Kivu Morning Post. Vous êtes toujours à côté de la population et désormais à suivre tous les jeudis sur Kivu Morning Post. On va proposer ici. Alors, Goma kuko nini yenye batu hawajui? Goma kuko bitu ya mingi sana parce que watu wanafanya kama semblant banavichika, mais avec notre émission kuya tupoposhe tutatosha bitu yote inje pour que population ikuwe na yua nini napitikanaka mu macoin za muvila Goma. Na ile émission ni ya kufuata kila siku jeudi ku chaîne ya Kivu Morning Post, mais moi hii semaine kitu gani yenye ilikuwa Goma na ilikuwa tire na naoza kama haipashwa vile na ifuza mimi na watu irudie?
Kitu ya kwanza yenye ilinipatia boga ikanihuzunisha ni kuona batu biko banauzisha bitu yenye shauza. We munayoko mukaji wa Goma, unayua maisha ya batoto ya Goma biko banapitia, uteze tika kudedwanya bitu elioza. Unabitisha ku frontière na unabitia à la portée de tous, donc kila mtu akieuza na unayua ni bitu ya kuoza. Batu banakia uza kuwaza kyo ni bia mzuri, kumbi ni bitu bia binenda baua. Tunajuliza kama service ya DGM haikukua pale, ile service kama ya environnement haikukua pale, ile yote ya kuverifier matière yote yako naingia, usat machakule nye yako naingia, surtout OCC. Mais utakutana banasema ke bali de douanier balipa autant, balipa ma taxe autre chose, mais banauzisha bitu ya kuoza na banapitisha bitu ya kuoza. Donc banapenda population yanze kufa maintenant, à part vita, à part mashida ziko apitia na bakufe tena na machakula kuoza. Aksanti Sophie, tutaweza kumaliza kipindi parce que tulikuwa na minute ya kidogo, donc tutamaliza kipindi ya aksanti na ndio participer kwa kwanza mwa émission, mais naza tutakuwa na kila siku. Très bien. Mesdames et messieurs, on va mettre un point final à cette rétrospective de la semaine, des questions d'actualité traitées par la rédaction de Kivu Morning Post au courant de cette semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. On va donc se fixer rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas surtout de vous abonner. On va se retrouver prochainement. Ciao.